heures sur Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Cette semaine, la mission d'information présidée par la sénatrice UMP de Paris, Chantal Joanneau, sur les dispositifs médicaux implantables a poursuivi ses auditions. Objectif de cette mission, éviter un nouveau scandale sanitaire comme celui des prothèses PIP. Temps fort des travaux de la mission cette semaine, l'audition de Muriel Agello, c'est la présidente du mouvement de défense des femmes porteuses de prothèses et d'implants. Audition que je vous propose tout de suite de suivre. Bonne matinée à tous. D'abord, permettez-moi de remercier Madame Muriel Agello, qui est présidente du mouvement de défense des femmes porteuses d'implants et de prothèses. La remercier parce qu'elle a fait un long périple pour arriver jusqu'à nous dans un temps absolument record, en arrivant à défier, outre les grèves, les embouteillages permanents pour venir de l'aéroport. Donc merci Madame. Comme vous le savez, cette mission d'information a fait suite au scandale des prothèses PIP qui nous a interrogés sur les conditions d'encadrement des dispositifs médicaux implantables et au-delà de ça, de l'ensemble des interventions à visée esthétique, que ce soit la chirurgie mais aussi la médecine esthétique. Et malheureusement, c'est vrai qu'après l'affaire dite PIP, il y a eu d'autres affaires comme les sondes de défibrillation Oriata ou les prothèses de hanche depuis. Donc on souhaite trouver les meilleures solutions pour améliorer le dispositif, même si pour l'affaire PIP, en plus, on était vraiment dans un cas de fraude manifeste. On ne refait pas, nous, l'affaire, entre guillemets, PIP. Pour autant, on souhaite améliorer le dispositif. On souhaite voir comment, au-delà des aspects de préjudice physique, il y a aussi un préjudice moral qui est important et que beaucoup des intervenants nous ont signalé, que ce soit dans la dimension psychologique préalable jusqu'au préjudice moral en cas de difficulté. Alors je me dois donc de vous informer, mais vous l'avez peut-être constaté, que cette audition est ouverte à la presse et au public, qu'elle est enregistrée, qu'elle est retransmise sur le site du Sénat, et je voulais savoir si vous en étiez d'accord. Pas de difficulté, très bien. Donc notre rapporteur Bernard Cazeau a quelques questions à vous poser. Oui, mais tout simplement, pour commencer, demander de vous présenter, enfin de présenter le mouvement que vous présidez. Je pense que les conditions dans lesquelles il a créé sont évidentes, mais combien de patients cela fédère-t-il? Et comment s'organisent vos contacts avec les autres associations de victimes, à la fois en France et dans d'autres pays? Alors, le mouvement de défense des femmes porteuses d'implants et de prothèses, MDF-PIP, a vu le jour le 3 mai 2010, pour faire suite, bien évidemment, à l'affaire PIP. Aujourd'hui, nous avons 1300 membres, mais c'est fluctuant parce que tous les jours, de nouvelles personnes s'inscrivent sur notre site et recherchent des informations et souhaitent être accompagnées dans leur démarche. Pour ce qui est de nos relations avec les autres associations, nous essayons de travailler en bonne intelligence et de collaborer sur les projets que nous pouvons mener les unes et les autres. Pour ce qui est des associations à l'étranger, nous avons eu plus de contacts avec des cabinets d'avocats à l'étranger, et en particulier en Amérique du Sud, qui se tenaient informés via notre site sur l'évolution de l'affaire, sur les enquêtes qui étaient menées et les résultats de ces enquêtes pour eux-mêmes pouvoir diligenter leurs propres expertises et prendre en charge les victimes dans leurs pays respectifs. Très bien. Et vos relations avec l'administration, alors de manière générale, quelle appréciation portez-vous sur le comité de suivi national? Quels sont les obstacles concrets auxquels se heurte aujourd'hui le suivi des victimes? L'information et l'accompagnement individuel des victimes vous paraissent-ils satisfaisants? Nous avons, en décembre 2010, mené une enquête auprès des victimes. Nous avons interrogé 1 millier de victimes et nous avons exploité 255 réponses
pour pouvoir justement discuter avec les institutionnels sur les besoins réels des victimes sur le terrain. Nous nous sommes rendus compte que ce qu'il importait pour les victimes, c'était d'avoir une prise en charge de leur opération dans sa globalité. On a obtenu effectivement au mois de septembre la prise en charge de l'explantation, en tout cas pour les victimes qui sont passées par la chirurgie esthétique. Une partie de l'opération est prise en charge, donc l'explantation, mais pas la réimplantation, et c'est ce qui pose problème pour la majorité, c'est que cette partie-là de l'opération est payante, et les chirurgiens, en dépit de ce qui a été demandé concernant le tact et la mesure, ne sont pas forcément dans ce cadre-là. Et beaucoup de femmes, même si elles présentent des ruptures ou des fuites avérées, retardent leur opération du fait du coût de la réimplantation parce que leur souhait est d'être réimplantées. Donc cette enquête a été l'ouverture vers les institutions, puisque au mois de mars, lorsque nous avons présenté les résultats, nous les avons présentés à l'AFSAPS, d'une part, et aux sociétés savantes, d'autre part, ce qui nous a permis, tout au long de l'année 2011, en tout cas pour moi, d'intervenir dans les congrès de chirurgie pour effectivement expliquer les vraies attentes des victimes et aussi rappeler que nous ne sommes pas dans un cadre commercial, on n'est pas là pour demander une augmentation mammaire, on n'est pas dans ce cadre-là, on est dans le cadre d'une fraude qui nous oblige à un moment donné à être réopérés et nous avons demandé à ce que nous soyons pris en charge dans les meilleures conditions possibles. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait ça. Vous confirmez que les femmes qui l'ont fait pour une raison de chirurgie esthétique veulent être aussi réimplantées? Oui, à 80% aujourd'hui. Et elles ont la confiance sur les nouveaux implants? Non, mais elles n'ont pas le choix. On ne nous donne pas le choix. Et lorsque certains chirurgiens proposent d'autres façons de travailler ou d'autres possibilités, ils sont d'abord très rares et cela implique une reconstruction qui est tout aussi onéreuse, voire plus onéreuse qu'une réimplantation simple. Donc on n'a pas vraiment le choix. Si ces femmes sont passées par la chirurgie esthétique, c'est qu'à un moment donné, elles n'étaient pas en accord avec leur image. Elles ont voulu une réparation de leur image. Aujourd'hui, nous n'avons pas demandé à avoir des implants frauduleux. Il faut que nous les changions parce que ça induit énormément de problématiques chez les victimes et pas seulement par rapport aux implants. Elles vivent très mal la situation, elles sont très inquiètes. Donc le meilleur moyen pour les sortir de ce marasme, c'est effectivement l'explantation, mais elles souhaitent une réimplantation derrière, à 80%, et celles qui ne le souhaitent pas, dans les 20% restants qui ne souhaitent pas la réimplantation, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de cette réimplantation. Il y a un très très faible pourcentage de femmes qui ont fini par dire je me fais explanter sans rien réimplanter derrière. Ça représente sur les 20%, 5%. Et ce sont des femmes d'un certain âge qui ont décidé que ça suffisait. Pour beaucoup, ce sont aussi des femmes qui ont subi des cancers et qui ne veulent plus passer sur la table d'opération. Donc elles se font explanter de manière définitive et ça s'arrête là. Donc ce n'est pas non plus un choix. On n'est pas encore dans une problématique de choix. C'est un choix de situation. Oui. Et c'est très difficile à vivre et c'est aussi ce qui est problématique, c'est que cette situation, depuis l'annonce du retrait de ces implants en mars 2010, a induit chez beaucoup de femmes la prise de médicaments pour dépression, pour des états anxiogènes. Enfin, on est dans une vraie problématique qui a un coût. Et peut-être que si dès le départ on nous avait pris en charge de manière globale, ce coût serait amoindri. Et si on avait peut-être imposé des tarifs acceptables, on serait aussi dans une situation qui permettrait la réimplantation dans une bonne prise en charge. Et les chirurgiens ne font pas, à titre, disons, commercial, c'est pas le mot, mais bon,
on pourrait l'espérer. Des facilités lorsqu'ils explantent et réimplantent? Alors, quand nous avons mené l'enquête, donc en mars 2011, il n'y avait que 30% des chirurgiens qui proposaient une prise en charge par la sécurité sociale. Donc ça veut dire que les 70% restants ne faisaient même pas les démarches auprès de la sécurité sociale et faisaient payer la globalité de l'opération. Explantation comprise. C'est d'ailleurs... Oui. C'est d'ailleurs c'était pour les femmes, pour la chirurgie... Oui, elle était prise en charge. C'est la surprise reconstructive, c'est pour les reconstructifs. Non, pour l'esthétique. Reconstructrice, on a eu peu de soucis parce qu'effectivement, les chirurgiens ont fait dans le cadre des centres de cancéro, c'est vrai que la prise en charge a été relativement efficiente. Mais pour la chirurgie esthétique, il s'avère que, donc, au mois de mars, lorsque nous avons rencontré le professeur Revol, qui était le secrétaire général de la SOF-CPRE, et que nous lui avons annoncé ça, c'est ce qui a déclenché le fait que j'intervienne durant 3 congrès de chirurgie pour justement rappeler que la règle du jeu. Donc il n'y avait que 32%, pour être précise, des chirurgiens qui proposaient la prise en charge par la sécurité sociale, donc de la partie explantatoire. Non, mais par la sécurité sociale, oui, d'accord, ça leur coûtait pas cher. Mais ce que je voulais dire, ils se font pas... Bon, parce que vous êtes dans une région où quand même les prix sont, disons, légèrement supérieurs. C'est pareil partout. On a en moyenne, les réimplantations coûtent entre 1 500 et 4 000 euros. Oui. Réimplantation. 4 000 euros, ils sont gonflés. Hein. Ce n'est pas les prix dans le sud-ouest. Parce que moi, je suis médecin, donc je sais combien coûtent les implantations et réimplantations. Pas les réimplantations, parce que celles que j'ai fait faire, moi. Mais c'est 1500, 2000. Hein. C'est pas 4000. Hein. Donc 4000, ils poussent un peu. Hein. Oui, mais même 1500, c'est quand même, pour certaines femmes, c'est quand même exorbitant dans la mesure où, de toute façon, nous sommes déjà endormis. D'accord ? L'ouverture est déjà faite pour l'explantation et dans la majorité des cas, il suffit de réimplanter. De toute façon, il faudra fermer. Hein, donc ça reste dans le... Voilà, ça fait cher l'acte quand même, hein, puisque tout le reste est pris en charge. Mais il faut savoir aussi que non seulement les chirurgiens prennent effectivement leur dépassement d'honoraires, mais nous avons aussi les anesthésistes qui font des dépassements d'honoraires, à croire qu'ils nous réveillent au milieu de l'opération pour pouvoir nous réimplanter. Dans les cas d'explantation, réimplantation, on est dans la majeure partie des cas sur le même chirurgien qui avait pratiqué la première intervention, sauf s'il a pris sa retraite depuis. Oui. Voilà. On est dans les femmes retournent voir celui qui avait implanté une première fois. Oui, tout simplement parce que la plupart des chirurgiens qui ont implanté des PIP ont rappelé leurs patientes. Donc du coup, ça fait partie de la suite logique. Suivi. Voilà. Donc, puisqu'ils ont implanté des prothèses PIP, leur prise en charge devrait être un peu plus importante. Tout à fait. Et ce n'est toujours pas le cas. Je sais, ce n'est pas ce que vous devez avoir entendu et ce n'est pas ce qu'on entend non plus au comité de suivi parce que, effectivement, quand nous ramenons et rapportons ce genre de cas en comité de suivi, le retour qui nous en est fait tant par les sociétés savantes que par l'ordre des médecins, c'est tout va bien sur le terrain puisque nous n'avons pas de plainte. Donc c'est ce que nous avons expliqué au dernier comité de suivi en disant oui, nous pourrions effectivement porter plainte ou du moins déclarer les dépassements d'honoraires lorsqu'ils nous semblent prohibitifs, mais il faut quand même savoir que ce sont les chirurgiens qui nous opèrent et que si nous entamons cette démarche-là, nous n'aurons plus de chirurgiens pour nous prendre en charge. On a déjà eu gentiment ce genre de retour de leur part, nous expliquant qu'il valait peut-être mieux être... voilà, pas trop faire de vagues. C'est le seul obstacle auquel vous vous heurtez au comité de suivi? C'est celui-là que vous voulez dire? Oui, c'est le principal. C'est le principal. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de trouver une solution pour l'ensemble des victimes qui sont en attente d'opération ou qui sont dans la recherche d'un chirurgien
qui va les prendre en charge avec un coût à minima. Parce que beaucoup n'ont pas fini de payer déjà leur première opération. Elles se sont endettées pour faire cette opération-là initialement et elles ne peuvent pas s'endetter plus pour pouvoir être explantées. Et encore une fois, on n'est pas dans un choix dicté par l'esthétique ou quoi que ce soit. On est dans une nécessité quasi vitale. Pour ces femmes-là, c'est très compliqué de porter ces implants. Vraiment. Ces implants ont un impact tant d'un point de vue physiologique que d'un point de vue psychologique. Ils ont un impact au quotidien parce qu'on sait qu'ils sont fragiles, donc ça induit des changements dans notre façon de vivre. On n'attache pas notre ceinture de sécurité de la même façon, on ne porte pas nos enfants de la même façon, on ne joue pas de la même façon avec nos enfants. Certaines ont arrêté de faire du sport de peur d'induire une rupture. Voilà, donc on le... Bon. Mais, pardon, au comité de... Enfin, vous aviez demandé préalablement que soit posé le principe d'interdiction de dépassement des honoraires et à la limite que les patientes n'aient à payer que la prothèse. Oui, bien sûr, on l'a demandé dès le départ. Et quel est le principe qui fait qu'on s'y est opposé? Alors, pour les sociétés savantes, il n'est pas possible d'imposer une façon de faire aux chirurgiens. Voilà, c'est que du tarif, là. Oui, mais voilà. Je vous dis ce qu'on nous répond. Ça n'est pas possible de dire, voilà, il faut agir comme ça. Donc, a été rappelé effectivement le principe de tact et de mesure. D'autre part, on ne peut pas non plus imposer un tarif général et le même pour tous les chirurgiens. À ce qui paraît, c'est interdit. Donc, tout ce qui pourrait effectivement cadrer la prise en charge des victimes ne semble pas possible aux yeux des chirurgiens. En tout cas, c'est ce que l'on nous répond depuis 2 ans maintenant. Voilà. Nous avons même, parce qu'il y a quand même des chirurgiens qui effectivement ont pris en charge les victimes de PIP d'une manière exceptionnelle. Et nous avons souhaité les mettre en avant, histoire de faciliter en fait leur accès pour les victimes, en disant ben voilà, si vous êtes dans telle région, tel chirurgien est prêt à vous prendre en charge et à ne vous faire payer que les prothèses de remplacement ou alors vraiment à minima ce que ça pourrait coûter. Nous nous sommes fait taper sur les doigts en disant on n'a pas le droit de faire ça, ça s'appelle de la publicité, les médecins n'ont pas le droit d'avoir de la publicité, donc nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons même proposé une labellisation pour que les chirurgiens aient une sorte de label sur leur site officiel, sur le site des sociétés savantes, un label dédié qui permettrait aux victimes, lorsqu'elles recherchent un chirurgien dans leur région, de voir ceux qui adhèrent à un cahier des charges très spécifique à la prise en charge des victimes de PIP. Il n'y a aujourd'hui qu'une dizaine de chirurgiens qui ont voulu adhérer à ce système-là. Oui, oui, oui. C'est ça. On a établi un cahier des charges avec ce que nous attendions, nous victimes, en termes de prise en charge, ce que les chirurgiens pouvaient proposer de plus cohérent dans cette prise en charge, parce qu'il n'y a pas qu'une question de tarif, parce que dans ce qui est proposé aujourd'hui, vous avez des chirurgiens qui proposent effectivement des prestations à 1 600 €, mais dans des conditions qui sont parfois limites en termes de prise en charge. On va proposer de l'ambulatoire, sans tenir compte de l'état réel des prothèses ou de l'état physique des victimes. On va même proposer, nous avons eu des propositions avec des anesthésies locales pour limiter les coûts justement d'anesthésie. Donc après, on tombe dans des choses qui sont totalement aberrantes et auxquelles, face à ces cas-là, nous sommes obligés de demander aux sociétés savantes ou à l'ordre des médecins si oui ou non c'est cohérent, si c'est acceptable ou pas par les victimes ou si c'est de la boucherie. Quel était le cahier des charges que vous aviez proposé?
Dans les propositions, alors il restait encore à travailler avec les sociétés savantes et en collaboration avec elles sur ce qu'il peut être proposé par les chirurgiens et qui semble cohérent dans le cadre des prises en charge d'explantation et de réimplantation, l'accueil général des victimes et le suivi des victimes. Parce qu'une des problématiques de la gratuité par rapport aux chirurgiens, c'est le suivi. Nous sommes quand même dans un cadre bien particulier qui est médical, avec un suivi qui est quand même qui peut être lourd, hein, un problème de satisfaction, un problème aussi de rejet, un problème. Donc la gratuité, il fallait aussi qu'elle aille jusqu'au bout de la sécurité et de la prise en charge en cas de problématiques postérieures. Bon. Et quelles sont les voies d'indemnisation qui sont ouvertes aux victimes alors? Aujourd'hui? Oui. C'est une bonne question. On aura une partie de la réponse au procès quand il aura lieu, sachant que... Pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. Non, on a les voies logiques et habituelles de l'ONIAM, mais avant d'aborder cet aspect-là de l'indemnisation, il faut déjà passer par les voies légales et pénales. Une fois qu'on aura épuisé, je dirais, les voies pénales, on passera au civil. Après le voie civile, on passera... Donc en fait, c'est pas tant un problème d'indemnisation, aujourd'hui, c'est un problème de prise en charge, plus que d'indemnisation. Il n'y a pas encore de projection à ce niveau-là. Vous estimez qu'il faudra combien de temps pour passer ces voies pénales et civiles? Déjà, pour la voie pénale, pour avoir eu un juge d'instruction 18 mois après le début de l'affaire, c'était déjà bien long. Nous n'avons toujours pas de date pour le procès concernant la tromperie aggravée. Normalement, c'est en fin d'année, mais rien n'est moins sûr. Quant au procès, cette fois au pluriel, concernant les blessures involontaires, aucune date n'a été définie, aucun planning n'a été défini. Donc on en sait, pour l'instant, on n'en sait rien. Et très franchement, ce n'est pas là-dessus que nous nous appuyons pour une prise en charge. La prise en charge, elle doit être aujourd'hui. Il y a plusieurs voies possibles pour la prise en charge. C'est vrai que l'État pourrait effectivement se substituer à nous pour nous prendre en charge et se retourner contre les responsables de cette situation. Il pourrait aussi y avoir une possibilité, si tout le monde se met autour d'une table et en discute, peut-être de proposer des prêts à taux zéro pour celles qui ne peuvent pas financer tout de suite leur opération, avec un cautionnement étatique qui permettrait aux banques d'assurer ces prêts. De toute façon, ils seront remboursés dès lors que nous serons indemnisés. En termes d'indemnisation, la seule volonté aujourd'hui, c'est d'être indemnisés de ce que nous avons engagé comme frais. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous n'attendons pas, contrairement à ce qu'a pu dire M. Mass, un jackpot. Hein. Ce n'est pas du tout ça. La seule chose qui nous intéresse effectivement, c'est que nous soyons reconnus en tant que victimes et que les frais que nous avons engagés ou que nous devrons engager soient pris en charge. Actuellement, la seule avancée, elle est dans la prise en charge de l'exploitation. Oui, oui. C'est la première étape, mais c'est en fait, elle n'est engagée que pour celles qui ont les moyens de financer la deuxième partie. Voilà. Certaines restent avec leurs prothèses abîmées parce qu'elles ne peuvent pas envisager la réimplantation parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Donc le stress induit par cette situation est encore plus grand. Et puis les conséquences physiologiques sont aussi importantes. On ne parlera pas de cancer parce que c'est vrai que l'INCa a bien travaillé, je dirais, sur cet aspect-là. En revanche, on a des problématiques de pathologies connexes qui sont en train d'apparaître. Et lorsque on a 20% de personnes qui se plaignent des mêmes pathologies, des mêmes maux, et sans lien entre elles, ça commence à devenir inquiétant. Pardon, il y a un point que je n'ai pas très bien compris. L'explantation donc est prise en charge, mais vous nous avez dit que seulement 30%
des chirurgiens ont fait les démarches pour la prise en charge. En mars 2011, quand nous avons fait notre enquête, on en était là. Ensuite, il y a eu effectivement une amélioration parce que nous avons... Voilà, il y a eu la médiatisation, mais il y a eu aussi les interventions dans les congrès, où effectivement, ça fait partie des points sur lesquels j'ai beaucoup appuyé. Et du coup, la prise en charge a été mieux faite. L'information auprès des victimes aussi a été mieux faite à ce niveau-là. Et la facilité de la prise en charge par la sécurité sociale est aussi rentrée en ligne de compte. C'est tout un ensemble d'informations et d'accompagnement qui s'est mis en place et qui a permis une meilleure prise en charge pour l'explantation. Mais c'est vrai aussi que là, les sociétés savantes comme l'Ordre des médecins sont beaucoup intervenues pour expliquer que cette partie-là devait impérativement être prise en charge par la sécurité sociale et qu'il était hors de question de voir encore des devis où l'explantation était mise dans le devis. Voilà. En revanche, est-ce que vous vous heurtez à des exploitations ou des passements d'honoraires? Aujourd'hui, non. Nous n'en avons plus. On les surveille. Mettez en micro parce qu'on n'entend pas ce que tu dis. C'est ça. La question, c'était est-ce que vous vous heurtez à des explantations avec des passements d'honoraires? Pour la partie explantation. A priori. Alors, a priori, non. Sauf pour des cliniques totalement privées et hors convention. Et celles-ci ont proposé dès le départ des prises en charge de victimes avec des tarifs entre guillemets avantageux et du clé en main. Sauf que là, c'est à la charge la plus totale des victimes. Alors que faudrait-il faire, selon vous, pour éviter la répétition d'incidents liés au défaut de sécurité des dispositifs médicaux implantables? Comme pour tout ce qui Est-ce est... que le cadre réglementaire de la loi Kouchner, peut-être un peu législatif pour vous, vous semble adapté? Alors, pour ce qui est de la sécurité sanitaire, c'est vrai que si on agissait dans le milieu médical comme on agit dans l'industrie en général, avec des contrôles inopinés, des prélèvements sur toute la chaîne de production, avec expertise, contrôle et analyse des produits sur toute la chaîne de production, in situ, je pense qu'effectivement, on aurait pu se rendre compte, en tout cas, des problématiques de l'affaire, de la société PIP. À l'avenir, c'est vrai que si on met en place ce genre de contrôle, on ne devrait plus avoir ce type de problématique. Ce qui est peu rassurant aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'un stylo à billes quelconque est plus sécurisé que ce que j'ai dans la poitrine. Parce que l'inspection, la répression des fraudes peut aller dans n'importe quelle usine, arrêter les machines de production, faire des prélèvements, les analyser, et si ceux-ci ne sont pas conformes au cahier des charges, toute la production est jetée. Pour ce qui est des dispositifs implantables du type des prothèses mammaires, non, ce n'est pas le cas. A priori, ce n'est encore pas le cas. Et on attend que ce soit les fabricants qui donnent leurs propres échantillons à ceux qui les contrôlent. Il y en a mais les contrôles ne sont pas inopinés, vous l'avez bien dit. Oui. Au début, les contrôles ne sont pas inopinés et les contrôles sont à l'entreprise. Donc ce qu'il faut faire, c'est des contrôles hors entreprise sur le matériel vendu et pour l'entreprise de manière inopinée, qu'elle n'ait pas la possibilité, si elle est déviante, de pouvoir s'adapter. Oui, la plupart des fabrications ne se font pas en France. Donc de toute façon, les échantillons qui seront donnés sont des échantillons qui seront forcément exempts de fraude. Notifiés quand même. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Là, vous avez eu affaire à un escroc, donc ça rajoute au reste. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des règles. Mais les règles, en plus, lorsqu'elles sont bafouées par un escroc, évidemment, tout est possible dans tous les domaines. Et là, encore pire, puisque c'est le domaine humain. Mais c'est vrai que, vous avez raison, il faut que les contrôles soient inopinés et que,
il soit fait dans des conditions, et là on est très en faveur de ça, de sortir de cette mission en instituant des contrôles qui soient adaptés au système, parce que il n'y a pas, autant il y a un contrôle des médicaments, autant il n'y a pas de contrôle vrai. Il y a des certifications, mais il n'y a pas de contrôle vrai des dispositifs médicaux. Tout à fait. Implantables. Là, c'est pareil par rapport au contrôle, étant donné que pour ce qui est du gel de silicone, il n'y a qu'un seul fabricant de gel de silicone médical. C'était aussi facile, et ça sera facile à l'avenir, de contrôler que les fabricants d'implants utilisent bien ce gel. Il suffit d'un contrôle comptable, hein. On n'est même pas dans un... C'est assez simple à mettre en place, et ce n'est pas si onéreux que ça, mais au moins ça permet un contrôle qui soit efficient. Quant à la loi de 2002 et à l'obligation d'information renforcée, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, nous avons été informés des risques que nous prenions à passer par la chirurgie esthétique et à passer par une chirurgie mammaire avec implantation de prothèses. C'est vrai. Le fascicule que l'on nous a remis est extrêmement long à lire et extrêmement fastidieux. Et je ne suis pas sûre qu'en termes d'information renforcée, le fait de donner de la lecture soit vraiment le meilleur moyen d'informer les gens. D'abord parce qu'il n'y a aucun contrôle réel que cette lecture ait bien été faite. Mais au-delà de ça, c'est la compréhension de ce qui est lu qui doit être vérifiée. Et ce n'est toujours pas le cas. Mais ça, c'est d'une manière générale. Même pour la charte du patient hospitalisé, on vous donne de quoi lire, mais on ne vérifie pas si la personne à qui on a donné ce fascicule est capable de lire et de comprendre ce qu'elle lit. Mais en tout cas, on vous fait signer le fait que vous l'avez bien lu. Ça, c'est comme les histoires des assurances. Pardon ? Alors, dernière question. Quel regard votre mouvement porte-t-il sur le tourisme médical en matière de chirurgie esthétique ? Question un peu connexe, mais enfin bon. Oui. C'est pour voir un peu Disons que votre position. Pour toutes celles qui se sont faites opérer en France par des chirurgiens français avec un produit français, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si à l'étranger, on n'aurait pas été plus en sécurité. J'ai mis 6 ans pour me décider. Pas ces prothèses à l'étranger ? J'ai mis 6 ans pour me décider. J'ai fait le parcours que l'on m'a conseillé de faire, à savoir voir plusieurs chirurgiens, me renseigner sur les méthodes, sur tout ça. Quand je me suis enfin décidée, la seule chose effectivement que je n'ai pas vérifiée, c'était le fabricant de prothèses, parce que dès lors qu'on m'a dit que c'était un fabricant français, pour moi j'étais en toute sécurité. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas été chercher mes prothèses sur Internet made in Taïwan. Je ne suis pas sortie des frontières pour aller me faire opérer, pour essayer d'avoir des tarifs plus avantageux ou autres. Je suis restée ici comme 30 à 50 000 autres femmes ont fait. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est dramatique pour certaines, catastrophique pour d'autres, en tout cas très compliquée à vivre. Donc c'est vrai que le tourisme médical n'est pas très tentant parce qu'on a des craintes, mais aujourd'hui, en termes de prise en charge et de sécurité au niveau national, on vient de voir, et on touche du doigt depuis 2 ans, que ce n'est pas aussi efficient et sécurisant que ce que l'on aurait pu attendre. Madame de Roche. Dans votre mouvement, les femmes qui ont adhéré ont toutes été opérées en France. Oui. On est que Hormis, nous avons des membres qui sont à l'étranger, en particulier en Italie, en Europe. Mais c'était pas du tourisme. Non, elles se sont faites opérer dans leur propre pays, si vous voulez, et aujourd'hui elles se retrouvent dans la même situation que nous. Elles viennent chercher des informations chez nous. Aujourd'hui, la majorité des victimes que nous avons effectivement au sein de l'association sont des femmes qui se sont faites opérer en France. En termes d'information aussi et de circulation de l'information sur cette affaire, il y a
PIP a commercialisé ses prothèses sous d'autres marques. Et il y a eu très très peu d'informations qui ont circulé sur cet aspect-là. Parce qu'il y a peut-être effectivement, puisqu'on parlait de tourisme médical, des femmes qui se sont faites opérer à l'étranger, qui portent des prothèses qui ne s'appellent pas PIP, qui ne sont pas estampillées PIP et qui pourtant en sont. Et cette information-là, nous avons à plusieurs reprises fait passer le message pour que ça soit diffusé à une plus large échelle. En France ou en Europe? Les deux. En France, a priori, les chirurgiens nous disent qu'ils n'en ont jamais posé. Ils n'ont posé que des PIP, ils n'ont pas posé de M-Rofil, ils n'ont pas posé de M-implant. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Il n'empêche... Si, je veux bien les croire. C'est pas, mais j'aurais aimé que l'information circule aussi via les sociétés savantes et leurs homologues à l'étranger pour mettre justement et prévenir les femmes à l'étranger. Et a priori, ce n'est pas le cas. L'information circule très très mal. Il faut savoir que jusqu'à octobre cette année, oui, octobre-novembre, la Chine commercialisait toujours des prothèses PIP. Et des femmes étaient toujours implantées avec ces prothèses-là en Chine. Les stocks des prothèses restant à la société PIP étant disponibles, ça laisse une circulation possible. Les prothèses chinoises, oui. Il y a eu des problèmes? Très difficile d'avoir une information là-dessus. J'ai un contact avec une journaliste chinoise qui justement essaye d'amener un maximum d'informations, en tout cas sur les composants de ces prothèses-là, pour prévenir les autorités chinoises du risque induit par ces prothèses. Mais en termes de retour sur l'impact de ces prothèses et leur taux de rupture et autres, on n'a pas d'informations pour l'instant. Est-ce que comme vous avez des contacts avec d'autres associations dans d'autres pays, est-ce qu'il y a des dispositifs d'information et de prise en charge qui vous semblent plus pertinents que le nôtre ou dont on pourrait s'inspirer? Il y a effectivement des pays, alors je suis en train de chercher, qui a décidé de l'explantation et de la réimplantation de manière automatique. Il y a la Suisse, mais c'est parce qu'ils ont effectivement peu de victimes. Voilà. Donc après, ceci explique cela peut-être. Hein. Je conçois tout à fait que lorsqu'on parle de 30 000 victimes, ça soit effrayant en termes de coûts. Mais je le rappelle, le suivi semestriel qui est prévu depuis 2 ans pour les porteuses de prothèses PIP, suivi semestriel qui comporte une échographie, voire une IRM, plus les visites au médecin qui va prescrire ces examens 2 fois par an, ça a un coût. Et quand on fait sur une année le coût global de cette prise en charge, c'est l'équivalent de ce que l'on paye pour pouvoir être explanté et réimplanté. Parce qu'au-delà de ça, comme je vous le disais, beaucoup en sont venus à suivre des traitements médicamenteux pour pouvoir dormir, pour pouvoir être mieux psychologiquement. Et là aussi, ça a un coût. Hein. Tous les 3 mois, vous allez chez votre médecin pour faire renouveler votre traitement. Donc ça a aussi un coût pour la société. Et peut-être que mis tout bout à bout, ça coûterait beaucoup moins cher de prendre en charge les femmes totalement dans leur explantation et réimplantation, comme c'est le cas pour celles qui sont passées par la chirurgie réparatrice. Le coût de 1 500, c'est la réimplantation, tout compris. Oui. Comme vous le dites très justement, comme si on vous réendormait une 2e fois, on vous ouvre une 2e fois et on vous referme une 2e fois. Oui, vous pouvez avoir dans cette enveloppe-là, vous avez les prothèses, l'anesthésiste et le chirurgien. Puisque oui, tout le reste est pris en charge par la sécurité sociale. Même l'hospitalisation est prise en charge par la sécurité sociale. Donc il n'y a que cette partie-là, le chirurgien étant celui qui effectivement a la plus grosse part de l'enveloppe. Puisque les laboratoires fabricants de prothèses ont pour une majorité proposé aux victimes, pour les victimes, de limiter leurs coûts
et de proposer des prothèses accessibles à moindre coût. D'accord. Intéressant. Oui, Madame de En Roche. revanche, la surveillance tous les 6 mois que vous avez décrite avec échographie, RM et autres est prise en charge, celle-ci. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que je C'est vous assez parle. paradoxal, oui, comme démarche. C'est pour ça que je parle de coût, c'est que si on fait le calcul de ce suivi semestriel et jusqu'à ce que les femmes soient explantées et réimplantées, ça peut durer déjà, ça dure 2 ans, hein, ça fait déjà 2 ans, donc on n'est pas encore au bout de ce processus-là. Ça a un vrai coût et il est beaucoup plus important que la prise en charge d'une explantation et d'une réimplantation. Ce qui en plus ne va pas non plus créer un vent de panique chez les victimes qui vont se précipiter chez leur chirurgien. On peut le planifier, on peut faciliter l'accès. Aujourd'hui, ça peut être tout à fait programmable et les chirurgiens le disent eux-mêmes. Si on avait une bonne organisation autour de cette affaire, on pourrait effectivement prendre en charge les victimes dans les meilleures conditions possibles et régler cet aspect-là du problème assez rapidement. En tout cas, c'est ce que nous attendons. Oui, je comprends bien. Est-ce que vous avez observé des dépressions sérieuses après cette histoire? Oui. Ou d'autres maladies ou d'autres choses difficiles pour ces femmes? Oui, alors en termes de dépression, nous avons des femmes qui effectivement sont dans des états dramatiques. Voilà. Alors c'est toujours très compliqué parce que pour certaines, elles ont une histoire qui est déjà assez lourde et qui peuvent induire des dépressions. L'affaire PIP n'a fait que se surajouter à déjà toute une problématique. Des passages à l'acte, il y en a eu. Mais ça sera là aussi très difficile de dire c'est à cause de PIP. Il y a un passif, bien évidemment. Il y a toute une histoire avant l'affaire PIP. L'affaire PIP est un déclencheur pour certaines, mais c'est aussi quelque chose qui vient vraiment se surajouter à leur quotidien et à la difficulté de vivre en général. Quant aux pathologies que l'on peut relever, il y a énormément de problèmes articulaires qui, a priori, comme ça, n'ont pas forcément de lien direct avec des prothèses, sauf que les produits qui sont contenus dans ces prothèses, en dehors du gel de silicone, ce sont tous les adjuvants qui ont été mis. On a aujourd'hui peu d'informations. Ce n'est pas prouvé, non? Quoi donc? Que ces douleurs articulaires soient dues. On n'en est pas encore à essayer de mettre à faire le lien. On essaye, on va s'y atteler de toute façon par rapport au procès pénal qui va se tenir normalement à la fin de l'année. Il va bien falloir mettre en avant ces éléments-là et ça sera un combat d'experts pour déterminer si oui ou non il y a lien de causalité entre les prothèses, du moins leur contenu, et les problématiques qui apparaissent chez les victimes. Aujourd'hui, on ne fait que des suppositions. Aujourd'hui, on ne fait que constater et on collationne un maximum d'informations pour voir si oui ou non on peut se poser des questions ou pas. 20% de femmes sur les 255 interrogées, qui ont répondu, il y a 18,7% de femmes qui nous ont répondu avoir des problèmes articulaires avec le même type d'expression et la même description de leurs mots, alors qu'elles n'ont rien à voir. Leur âge est totalement différent, leur situation géographique est différente, leur situation en général est différente. Et donc, il y a quand même de quoi s'interroger sur l'impact que peuvent avoir ces produits sur notre organisme. Mais on n'en est pas encore là de cette affaire. Voilà. Et que vous dit le comité de suivi sur ce point? Qu'il n'y a pas de lien de causalité parce qu'il y a eu des études qui ont été menées il y a un certain nombre d'années sur le gel de silicone et que ça n'a pas d'impact. Les maladies auto-immunes n'existent pas avec le gel de silicone. C'est ce qui a été dit au moratoire il y a 10 ans. C'est pour ça qu'on a réintroduit le gel de silicone. Là, vous parlez des adjuvants, pas du gel de silicone.
Oui, mais en général, quand on nous parle de problèmes avec des prothèses pré-remplies de gel de silicone, c'est le gel de silicone qui pose problème. C'est pour ça qu'il y a eu des études et des moratoires là-dessus. Aujourd'hui, ce dont on ne tient pas compte, ce sont les adjuvants qui sont dans ces prothèses, qui sont toxiques, qui sont irritants. Donc voilà, c'est là-dessus qu'effectivement il va falloir à un moment donné se pencher pour analyser vraiment l'impact de ces produits sur l'organisme. A priori, ils n'avaient rien à faire dans des organismes humains, donc ça impacte. Et là, ces complications articulaires, elles sont sur des prothèses non rompues. Les deux. Les deux. Oui. On a des problématiques qui sont liées à des prothèses rompues, on a des problématiques qui sont liées à des prothèses perspirantes, et on a effectivement des problématiques sur des prothèses qui semblent être indemnes, mais qui, au fil du temps, se délitent. Pour revenir à ce délai un peu de surveillance régulière, peut-être aussi qu'il y a un délai nécessaire pour qu'une femme accepte d'arriver tout de suite à la solution plus radicale de l'explantation ou est-ce que vous sentez les femmes plutôt non, elles sont très en avoir attente. envie de se débarrasser entre guillemets au plus vite de la prothèse qu'elles ont pour avoir une prothèse nouvelle? Alors c'est pas tant pour avoir une prothèse nouvelle parce que beaucoup se posent la question de que mettre à la place, mais c'est effectivement déjà éliminer ce qui leur empoisonne leur vie. Ce qui leur empoisonne leur vie. Après, comme je vous disais, ce qui est proposé en lieu et place des prothèses n'est pas forcément satisfaisant et tous les chirurgiens ne pratiquent pas ce type d'opération de réparation de la poitrine par la chirurgie vraiment réparatrice. Donc tout le monde n'est pas au fait de ces techniques-là. Il faut trouver des chirurgiens et donc il faut trouver des chirurgiens qui vous le proposent. Donc c'est vrai que la solution la plus simple aujourd'hui, c'est de dire on enlève et on remet. Oui, la technique est plus simple. La technique est plus simple. On enlève et on remet une prothèse à l'immédiat. On est sur une technique relativement simple, hormis qu'il faut mettre un bon produit. Oui. Non, mais c'est la qualité après du produit. Tout à fait. Mais la qualité des produits que l'on va nous implanter à la suite se pose aussi. Mais oui, se pose aussi. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude et on n'a aucune certitude sur la qualité des prothèses, même des autres fabricants. C'est courageux de recommencer. On a peu de choix. Oui, le choix, il n'y a pas vraiment de choix. Mais il y a des femmes qui ne recommencent pas. Très peu. Très peu. Et celles qui sont passées par d'autres voies que la réimplantation ont beaucoup de mal à vivre avec, parce que ça induit des cicatrices, parce que ça induit beaucoup de choses qui sont très difficiles à vivre. Oui, si on vous fait une reconstruction, c'est beaucoup moins esthétique et beaucoup plus c'est meurtrissant pour le corps, donc il y a beaucoup plus de cicatrices. J'ai une de nos membres qui effectivement est passée par une reconstruction sans prothèse. Comme elle me disait, avant j'avais une dizaine de centimètres de cicatrices, aujourd'hui j'en ai 50, 2 centimètres de cicatrices. Il faut vivre avec. Donc la réparation de l'image de soi, à ce niveau-là, elle est très compliquée. Quand à la base on est parti sur une chirurgie esthétique pour se sentir mieux pour X raisons, et en venir à une chirurgie réparatrice et se retrouver quasiment mutilée, parce que c'est comme ça qu'elle le prend, en termes de dépression, c'est très lourd. Collègues, est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur le rapporteur? Non, mais écoutez, il nous reste à vous remercier, mais doublement, et pour votre témoignage et pour ce long périple. Merci. Voilà pour cette audition de la mission consacrée aux dispositifs médicaux implantables. Pour la revoir, notre site internet publicsena.fr. Très belle journée à tous.